13h30, sinon 33 minutes dans les pendules de la paroisse Bon-Berger de la télévision deuxième. C'est la même heure qu'il fait à la paroisse Saint-François-Xavier de Soutebois, mais également à la paroisse Jésus Bon-Berger de Aguassier. Il est l'heure pour la messe médiatique à laquelle nous vous souhaitons une cordiale et patriotique bienvenue. La visite du président nigérien au Togo, le lancement de la troisième phase de la centrale photovoltaïque de Blita, la conférence parlementaire Russie-Afrique à laquelle a pris part le Togo, représenté par l'honorable Innocent Kabara, la journée nationale des sports qui était à son 7e rendez-vous ce samedi, et le conflit russo-ukrainien qui prend des allures tentaculaires avec un Poutine toujours égal à lui-même, malgré les menaces de la Cour pénale internationale qui est à sa trousse. Pour en parler, je reçois sur ce plateau, j'ai d'ailleurs l'honneur de recevoir sur ce plateau de personnalités de la vie sociopolitique. Pour en parler, donc je reçois à droite Monsieur Urosama Ashraf. Il est juriste de formation, membre du bureau national du parti PDP, c'est le Parti démocratique panafricain, qui a bravé le jeûne, puisqu'il est musulman, le jeûne du Ramadan, pour répondre à notre invitation. Nous lui disons merci et profitons pour lui souhaiter un bon jeûne de Ramadan et à travers lui à tous les frères et sœurs musulmans. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis extrêmement ravi d'être avec vous. Je crois que c'est une première pour moi de participer à cette émission. Oui. Et je crois que des émissions de cette nature doivent être encouragées parce que vous participez, disons, à l'édifice, à la construction démocratique du pays. Donc, je crois que nous sommes là pour faire la pédagogie de masse, lever l'équivoque sur un certain nombre de sujets. Et j'espère vivement que nous serons à la hauteur de l'événement. Comment se porte le Parti démocratique panafricain, PDP? Non, le PDP se porte très bien. Vous savez très bien que nous sommes en année de période électorale. Et donc, tout parti est appelé à fouetter ses armes. Quand on sait très bien que la concurrence électorale dans notre pays est extrêmement difficile. Donc, il faut faire un effort pour se placer dans l'échiquier. Et donc, aujourd'hui, il y a une commission spécialisée qui est habilitée aujourd'hui à, disons, examiner les candidatures, parce qu'il y aura des élections régionales et les élections législatives. Donc, dans notre parti, les candidatures se retiennent en toute objectivité, sans parti pris. Et donc, quand on aspire à diriger ou à briguer la magistrature suprême un jour, il faut faire preuve d'exemplarité dans tous les actes que nous posons. D'accord. Disons donc que le PDP se porte à merveille. Non, le PDP se porte très bien. Apparemment, ça fait quelque temps qu'on ne l'a pas senti, ou bien... Non, c'est plutôt... non, je ne sais pas si vous avez... Tout dépend de la perception des uns et des autres. Sinon, le PDP anime la vie sociopolitique. Nous redynamisons hebdomadairement nos fédérations à l'échelle nationale. Il y a des activités qui se font au quotidien. Bon, maintenant, je crois que chacun a son agenda médiatique. Parce que les enjeux sont quand même extrêmement élevés. D'accord. Le deuxième invité, c'est quelqu'un qui ne vous est pas étrange. C'est presque un consultant de cette messe médiatique. Il s'appelle Jules Ferry Agbo, à ne pas confondre avec l'historien Jules Ferry. Il est ambassadeur genre et développement 2021. Il est analyste sociopolitique, président national du mouvement Fort et Grand. Vous comprenez là que c'est un plateau politiquement garni. Loin quand même de faire de cette messe une rencontre entre partis politiques. C'est une coïncidence
heureuse d'ailleurs. Alors, Jules, bonjour, merci d'avoir fait diligence, puisque vous sortez d'une journée d'hier très chargée. Vous avez même failli ne pas arriver, mais pour l'amour que vous avez pour nos fidèles téléspectateurs et surtout pour le peuple togolais, vous avez bien voulu vous efforcer à venir. La journée était chargée hier, sportivement parlant. Je vous ai vu sur les images captées participer à la journée nationale des sports, initiée par le gouvernement depuis 7 mois. Alors, comment vous portez-vous? Bonsoir, M. Eric. Bonsoir, mon cher collègue. Je tiens à saluer les téléspectatrices et les téléspectateurs qui nous suivent chaque dimanche lors de la messe. Je pense que c'est une journée un peu très chargée pour moi hier. Et vu le devoir d'un bon citoyen, trouvé nécessaire de répondre à l'invitation pour pouvoir encore éclairer un peu nos téléspectateurs et téléspectateurs sur les actualités de la semaine. D'accord. Et là aussi, on peut pousser la curiosité. Comment se porte le mouvement Fort et Grand? Comme vous le savez, le mouvement Fort et Grand, c'est un grand mouvement qui travaille pour la nouvelle jeunesse consciente du grand parti politique Union pour la République. Et nous sommes dans une période électorale. Pré-électorale. Donc, nous n'avons pas le temps à perdre encore en continuant notre travail sur le terrain de sensibilisation, de mobilisation, de véhiculer les messages forts du chef de l'État et son gouvernement. Aujourd'hui, on n'a plus besoin des paroles, mais on a besoin des actes. Des actes sur le terrain. Tout ce que le gouvernement et le chef de l'État font, nous sommes censés aller auprès de la population à la base pour pouvoir leur expliquer, leur montrer le bien fondé des démarches du chef de l'État et leur dire d'accompagner la vision du chef de l'État pour que nous puissions être ensemble et construire ce pays. Vu la menace terroriste qui pèse sur notre pays, le Togo, il n'y a plus question de partis politiques ou autres. Là, nous sommes tous des Togolais. Il faudrait que nous nous asseyons ensemble, main dans la main, pour faire face à l'ennemi. D'accord. Une fois encore, je profite de cette occasion, de ce plateau, pour souhaiter un bon jeûne à tous les musulmans du monde entier qui sont en train de pratiquer ou de respecter le 4e pilier de l'islam. Que la miséricorde de Dieu soit abondante sur eux. Un coucou spécial à la famille Ouro Niani à Agoué Plateau. Alors, toute sensibilité passée, voici à présent la messe. Le président nigérien, disais-je, Mohamed Bazoum, était à Lomé dans le cadre d'une visite de travail et de coopération de près ou de loin. Il a été perçu par la presse togolaise et même étrangère. Donc voici les commentaires à travers cette revue en condensé. Si la régie nous suit. Voilà. Et on revient pour les commentaires. Visite de coopération et de travail du président nigérien Mohamed Bazoum au Togo. Plusieurs sujets d'intérêt étaient au cœur des échanges entre Bazoum et son homologue togolais Faure Essozmina Gnassingbé. Apprenons-nous de l'éveil de la nation. Selon l'Union, cette visite du président Bazoum est la suite du nouveau coup de souffle donné aux relations entre le Togo et le Niger. Visite bien remplie du président Bazoum du Niger à Lomé, renchéri écho du pays qui a retracé les temps forts de la visite qui vont de la cérémonie de mise en service des grues pertiques Chip Top Chia, couplée de la réception des travaux d'extension du parc à conteneurs du port autonome de Lomé au lancement de la 3e phase de la centrale photovoltaïque de Blita. Au port autonome de Lomé, précise chronique de la semaine, le président Bazoum aurait saisi l'occasion pour toucher du doigt le hub logistique moderne de Lomé, conteneur terminal LCT situé au 3e quai. Les questions sécuritaires auraient été
également au cœur des échanges entre Faure et Mohamed, comme le relève le même journal. Le président nigérien a également profité de sa présence au Togo pour rencontrer et échanger avec la communauté nigérienne vivant au Togo. 2 autres autorités étrangères seraient attendues à Lomé, apprend-on, de l'Union pour fermer les pages de cette revue. Voilà donc ce qu'a été la semaine, diplomatiquement parlant. Maître, je peux vous appeler comme ça? Vous êtes juriste, c'est ça? Alors, Bazoum au Togo, c'est vraiment historique. Hein? Le président nigérien, Bazoum, en exercice au Nigeria, il vient au Togo. Voilà. Oui, non, mais c'est toujours important quand un président de la République d'un pays occidental ou de la sous-région foule le sol togolais. Cela rentre dans le cadre de la coopération bilatérale entre Niamey et Lomé. Vous êtes sans savoir que ce sont des pays qui ont toujours eu des relations économiques, politiques et culturelles depuis les années d'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Donc la particularité de ces deux pays, c'est qu'ils ont quand même le statut des États post-coloniaux. Et historiquement, le Niger, même si le Togo n'a jamais été colonisé par la France, ils étaient tous sous protectorat des Nations Unies. Donc nous avons, disons, un parcours historique similaire. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'époque contemporaine, les enjeux sont quand même extrêmement importants, c'est-à-dire les enjeux économiques, les enjeux sécuritaires, enjeux sécuritaires. Donc, je crois que l'agenda a été révélé par le monde médiatique togolais, où on disait que les discussions ont été axées sur les aspects économiques et les aspects sécuritaires. Donc, quand on prend l'aspect économique, le président de la République, Faure Gnassingbé, a visité le port autonome de Lomé avec son homologue, Mohamed Bazoum. Et donc, puisqu'on a aujourd'hui un projet de réforme structurelle du port autonome de Lomé, il fallait montrer, disons, les prouesses ou les réformes effectuées par le gouvernement togolais dans ce cadre-là, quand on sait très bien que le Niger aussi est extrêmement attaché à notre port autonome de Lomé, parce que nous avons une port à nos profondes, et le Togo aujourd'hui est un point focal de l'économie sous-régionale. Et donc, quand on parle du transit des marchandises vers les pays de l'Interland, ces pays du Sahel qui n'ont pas une ouverture sur la mer, le Togo est vraiment le point focal. Donc, un projet structurel de refondation du port autonome de Lomé, c'était l'occasion de montrer à Bazoum tous ces changements-là qui ont été apportés. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, la cagnotte quand même est extrêmement élevée pour continuer les travaux. On parle du financement de 30 millions d'euros en raison de 52 milliards de francs CFA. Donc aujourd'hui, je crois que les deux chefs de l'État sont convaincus de la pertinence de la démarche. Et donc, je crois qu'il faut s'inscrire dans la continuité pour obtenir des résultats tangibles. Parce que quoi qu'on le dise, nous avons des économies extrêmement fragiles. Il faut que vous preniez par exemple la classification des pays, disons, à économie développée, intermédiaire ou sous-développée. Je crois que nous appartenons, nous faisons l'effort de faire partie, disons, de la catégorie intermédiaire de ces économies. Mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment ça, parce qu'il suffit de s'intéresser à la réalité de nos indicateurs économiques pour se rendre compte. Donc, je crois que aujourd'hui, la coopération bilatérale doit vraiment continuer. Maintenant, je chute par le volet sécuritaire. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, on a le Burkina, le Niger autant pour moi. Disons, vous m'excusez. Le Burkina aussi. Le Burkina aussi, vous m'excusez pour l'expression. Ce sont des pays qui sont en état de déliquescence très avancé, où l'autorité centrale a du mal aujourd'hui à, disons, jouer toutes ces fonctions régaliennes sur l'ensemble du territoire. Donc, nous plaidons pour une coordination sécuritaire. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a des initiatives solitaires, par exemple du Burkina Faso, même du Mali. On parle même d'une fédération entre le Mali et le Burkina Faso. Et donc, cela témoigne aussi l'échec des politiques sécuritaires de la CEDEAO. Et donc, je crois qu'il faut s'affranchir de tous ces pesanteurs-là. Quand vous prenez, par exemple, juriste que je suis,
Quand vous prenez par exemple la Charte des Nations Unies, il y a ce qu'on appelle la sécurité collective sous-régionale. Et donc quand vous prenez l'article 52 et 54, quand vous lisez la Charte des Nations Unies, ce qui veut dire qu'il y a des mécanismes juridiques qui permettent à l'institution sous-régionale d'avoir une politique sécuritaire beaucoup plus aboutie. Mais pourquoi nos États ne s'en servent pas? Je crois qu'il faut aller vers là. Il faut vraiment aller vers là. Gilles, on a constaté depuis un bon moment que les Africains prônent beaucoup plus pour une coopération sud-sud. Hein. Je ne sais pas si je me trompe dans mon observation. On sent maintenant que la coopération sud-sud est en train de prendre le pas sur la coopération nord-sud. Est-ce que les Africains ont commencé par se faire confiance, ont compris maintenant que les aussi peuvent se faire confiance entre eux? Merci, M. Eric. Je pense que cette question, nous avons beaucoup parlé de ça. Il faudrait que l'Afrique arrive à se prendre en charge et éviter toujours de compter sur l'extérieur, les puissances occidentales. Aujourd'hui, la qualité de nos dirigeants démontre à ce que s'ils sont unis, ils peuvent changer beaucoup de choses. Aujourd'hui, si vous faites la remarque, beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités, de responsables des États qui courent vers le Togo. Ce n'est pas que le Togo est plus grand que ces nations, ce n'est pas que le chef de l'État est plus intelligent, plus sage que eux, mais il a un don que chacun reconnaît. C'est-à-dire, il faudrait que nous puissions avoir cette capacité de reconnaître la qualité d'une personne. Et la visite du chef de l'État nigérien au Togo s'inscrit toujours dans le cadre du processus de paix dont incarne notre chef de l'État. Aujourd'hui, si vous voyez la crise au niveau du Sahel jusqu'au niveau de notre pays, jusqu'à l'entrée de notre pays, il faut que ce pays-là soit uni pour que nous puissions avoir une défense vraiment importante dans la sous-région. Vous avez vu l'autre fois la visite des Burkinabés au Togo, les Maliens, le Premier ministre malien était là avant que le président nigérien ne vienne. Nous avons une armée sans trop faire d'éloges, nous avons une armée. Quand on dit vous avez une armée, ce qui veut dire que vous avez la qualité de votre armée. Donc si on a une armée qui a plus de qualité et qui peut accompagner cette mesure-là de sécurité dans la sous-région, il faudrait que les autres pays s'inspirent et reconnaissent avec humilité pour qu'ensemble ils puissent collaborer et trouver une solution agréable pour la sous-région. Donc aujourd'hui, nous allons juste dire qu'il faudrait que les Africains, les dirigeants africains comprennent qu'ils ont la solution. La solution, c'est entre nous-mêmes les Africains et non les Européens. Il faudrait que nous continuions toujours à nous faire confiance. C'est manque de confiance qui fait que nous n'arrivons pas à construire nous-mêmes notre nation ou bien nos nations. Donc il faudrait que cette allure que certains chefs d'État ont compris à être ensemble, pour réfléchir ensemble à la cause générale de l'Afrique, il faudrait que l'envie, la jalousie ne naît pas parmi certains dirigeants pour qu'ils puissent être dans l'ombre pour déstabiliser d'autres pays. Tout à fait. Maître, je reviens à vous. On dit souvent, c'est un adage de chez nous qui dit que si vous voyez un sage courir dans le chien blanc, s'il ne poursuit rien, c'est que quelque chose le poursuit. Alors, je parlais je viens de développer un aspect sur lequel je voudrais votre avis. C'est cette tendance à un retour à une coopération sud-sud au détriment de la coopération nord-sud, comme ce fut le cas dans un passé un peu reculé. Oui, c'est... Qu'est-ce qui fait courir les chefs d'État et leur gouvernement Oui. Non, mais je crois que cela part d'un constat. Il faut faire le diagnostic, disons, de ce qu'on appelle en droit le droit de légation, c'est-à-dire que la diplomatie, ou les accords bilatéraux, ou les accords économiques. On parle des APE aujourd'hui entre l'Europe et l'Afrique.
Et aujourd'hui, vous avez quand même des géants. Il ne faut pas oublier que nous sommes à l'ère de la mondialisation. On parle de la symétrie lorsqu'on parle de la coopération économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une coopération égalitaire avec une puissance économique très élevée. C'est-à-dire que vous risquez de vous faire marcher dessus. Vous imaginez, malgré même les grands ensembles sous-régionaux africains, on peut parler même de la coopération inégalitaire avec la Chine, par exemple. Parce que ce sont des pays économiquement qui sont extrêmement puissants. Et donc, il faut partir par les bases. Je crois qu'aujourd'hui, compte tenu du diagnostic, les États africains ont décidé de partir à la base. C'est-à-dire qu'il faut retrouver les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la coopération sud-sud, comme vous l'avez dit, parce qu'il suffit tout simplement de porter un regard sur les caractéristiques économiques des pays du Sud. Nous avons presque tous les mêmes caractéristiques économiques. Vous comprenez? Et donc, du coup, aujourd'hui, nous devons privilégier beaucoup plus la coopération sud-sud. Et donc, je crois que l'Union africaine également a compris. Parce que quand vous prenez par exemple la ZLEC, c'est beaucoup plus une démarche inclusive de l'économie africaine. Et donc, il faut se projeter. Quand on prend par exemple la feuille de route du gouvernement 2025, même de 2030, tu sens très bien qu'aujourd'hui, le Togo et certains nombre de pays sont dans une logique d'anticipation. Et je crois qu'il faut anticiper l'avenir. Comme je l'ai dit, les affres de la mondialisation n'épargnent plus personne. Et aujourd'hui, c'est pour cette raison que ceux qui ont toujours prôné, par exemple, une coopération, on parle de coopération décomplexée avec les pays du Nord, moi je dis non. C'est-à-dire, je reviens toujours à la notion d'asymétrie. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir une posture morale de la coopération économique. Ça, je l'ai dit. C'est-à-dire qu'on revient toujours à la fameuse formule où on dit les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Et donc aujourd'hui, nous sommes devenus une chasse gardée des puissances occidentales. Donc, pour revenir, je crois que c'est vraiment à partir du diagnostic que les États africains ont fait, qui sont décidés aujourd'hui de revenir, comment l'appelle-t-on, à la coopération de proximité. De proximité. Quand vous prenez par exemple les économistes africains, je veux citer par exemple le professeur Kakunubu, quand vous prenez son ouvrage L'urgence africaine, même son dernier ouvrage, il faisait le diagnostic. Je crois que la dernière fois, il a fait même une émission sur RFI qui a eu vraiment un écho retentissant, où il disait qu'il ne faut pas s'intéresser à l'aridité des intérêts économiques africains. L'Afrique ne saurait être le laboratoire du néolibéralisme. Et donc aujourd'hui, vous avez des pays occidentaux qui viennent en Afrique expérimenter les schémas économiques qu'ils n'osent pas expérimenter chez eux. Et cela entraîne des conséquences fâcheuses. Et donc nous saurions être vraiment le laboratoire du néolibéralisme. Il faut retourner à la coopération aujourd'hui sud-sud, privilégier nos intérêts économiques et privilégier également une construction communautaire beaucoup plus intégrée afin de faire face aux grands ensembles économiques qu'on connaît. La Chine, la Russie, la Turquie aujourd'hui qui a une offensive économique très poussée sur le continent. Donc si nous ne voulons pas être la risée du monde, nous devons vraiment prendre nos responsabilités. Oui, Gilles, cela m'inspire une question pour vous poser. Est-ce que si on ne fait pas attention, on ne risque pas une invasion économique de l'Occident, du genre à nous retrouver dans le temps où les Occidentaux procédaient au partage du territoire africain avant qu'on ait notre autonomie, nos indépendances entre griffes. Je pense que on dirait que vous êtes un visionnaire ou un prophète. Le constat aujourd'hui, quand vous parcourez un peu nos pays africains, vous allez voir que les Chinois, les Libanais, les Indiens ou autres, à plus de 30% de nos terres sont achetées par ces étrangers. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les achètent pour implanter des usines, des fermes et autres. Qu'est-ce qui prouve que dans le temps, aujourd'hui, avec la conquête de la Russie sur le continent, on ne sait jamais quel serait leur projet dans l'avenir. Aujourd'hui, on est en train de découvrir que la France nous a fait quoi. On ne sait jamais ce qui serait derrière l'autre. Comme on le dit, une femme aime son mari plus que son enfant.
Est-ce que vous comprenez? Oui. La femme peut laisser son enfant chez la voisine, mais elle ne peut jamais laisser son mari chez la voisine. Aller revenir. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai. Donc, ce qui veut dire que nous devons nous faire confiance pour savoir que, quels que soient nos problèmes, nos différences politiques, il faudrait qu'on mette l'intérêt de la nation qui est notre mari, là. Il faudrait qu'on mette notre pays d'abord dans le cœur. On doit se sentir d'abord être patriote et savoir que si nous posons tel acte, on ne peut pas vendre des terres de 2000 hectares à un étranger. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est comme vous êtes en train de voir dans le jour à venir ce qui va arriver. J'ai vu même une vidéo où un humoriste avait attiré l'attention du gouvernement que les étrangers ont presque acheté les terres dans les fermes. Un jour, on nous dira que les monts Andédio sont achetés, que la cascade d'Akloa est achetée, que les monts Pumé ou les monts Bassar sont achetés, et finalement, c'est tout le pays qui sera acheté. Donc, il faudrait que les Africains commencent par réfléchir ensemble pour que nous ne tombions pas encore dans des situations que nos grands-parents ont vécu. Et il faudrait aussi qu'on sache comment est-ce que nous devons parler en tant que politique à nos militants, surtout parce que quand vous manipulez les esprits faibles, c'est eux qui posent des actes contraires à l'intérêt de la nation. Il faudrait que nous arrivions à distinguer ce qui est de notre intérêt et l'intérêt général de la nation. Parce que ceux qui posent ces actes, ce ne sont pas des chiens, c'est des hommes. Donc, une fois que la personne est manipulée par des propos qui l'obligent à poser un acte contraire à la loi, ils ne se rendent pas compte que les conséquences peuvent pas tomber sur ces enfants dans le futur. Avec le temps. Ensemble, cherchons une bonne solution en mettant de côté la haine et la jalousie pour que nous puissions accompagner nos dirigeants en Afrique. Et ensemble, nous allons découvrir la suce de l'Afrique. On parle aujourd'hui l'univers 228. Et aujourd'hui, une place mondiale où chacun est en train de courir pour venir s'installer. Donc, ça, c'est grâce à qui? C'est grâce à nous tous. C'est aux efforts de nous tous. Si les étrangers viennent et qu'ils ne sont pas en sécurité, vous pensez que les investisseurs vont continuer par courir? Quel que soit l'effort des gouvernants, du chef de l'État, du gouvernement, les étrangers ne vont pas venir. Mais s'ils viennent, c'est parce que le Togolais, comme j'ai l'habitude de le dire, le peuple togolais, c'est un peuple sage, intelligent et non violent. C'est un peuple qui comprend vite et qui n'est pas censé à détruire ce qui a été construit par ses parents. Voilà pourquoi nommer la capitale du Togo est décrétée internationalement capitale de la paix. Ça a été dit au cours d'une rencontre. Vous permettez qu'on passe à un autre chapitre de notre évangile, puisque le temps avance. Aussitôt après avoir reçu le président nigérien, le chef de l'État Faure Essoghina Gnassingbé a pris la destination de Blita où il est allé présider le lancement de la troisième phase de la centrale photovoltaïque. Là également, la presse n'a pas manqué de quoi informer ses lecteurs. Je me fais le porte-parole de cette presse à travers cette revue que je vous invite à suivre. Faure Gnassingbé lance les travaux d'extension de la centrale photovoltaïque. Lit-on dans les vers de la nation. La centrale solaire photovoltaïque de Blita lancée renchérit le libéral. Avec cette troisième phase, 60 000 ménages seront desservis. De plus, informe l'Union qui précise que cette troisième phase des travaux est financée sur un emprunt de 25 millions de dollars, soit environ 14 milliards de francs CFA octroyés par le Bureau des exportations d'Abu Dhabi. Avec cette troisième phase, nous dit Chronique de la semaine, la centrale passe de 50 MHz à 70, précise Chronique de la semaine. Selon le tonnerre, c'est un pas de plus vers un accès universel à l'énergie au Togo.
Selon Ouattara, les vainqueurs, ce projet s'inscrit dans la vision du gouvernement togolais de porter à 100% le taux d'électrification rurale d'ici 2030. Monsieur Ouro, bientôt l'électricité à haut débit et à gogo au Togo, la terre de nos aïeux en général, et dans la région centrale en particulier. Pouvons-nous dire si vraiment ce qui est dit dans les presses est sincère et vrai? Oui, mais tout ce que je constate, c'est que le Togo fait l'effort de se donner les moyens de sa politique. Donc, pour se donner les moyens de sa politique, il faut des actes concrets. Et donc, aujourd'hui, il y a un projet d'extension du central photovoltaïque qui est ici à Blita. Et donc, on a toujours décrié. Vous savez, moi, on parle du déclin de l'économie de service à l'ère de la mondialisation. Donc, ce qui veut dire que même les grandes puissances qui avaient, à un moment donné, renoncé même à l'industrialisation, aujourd'hui rêvent même du retour de l'industrialisation. Je veux dire tout simplement que le développement du Togo passe inexorablement par l'industrialisation. Et qui parle de l'industrialisation parle de l'électricité. Tout récemment, c'est deux choses qui vont de pair. Et donc, le taux d'électrification au Togo, il faut quand même le reconnaître, il est quand même extrêmement faible. Il suffit tout simplement de voyager, de voyager la nuit et de traverser le territoire national pour se rendre compte qu'il y a des zones totalement qui ne sont pas desservies par l'électricité. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment se donner les moyens de sa politique. Oui, il peut y avoir une progression. Donc, on a la CET qui pendant longtemps, mais la CET, disons que les prestations de services de public, même de la CET, je suis désolé, s'arrête dans les grandes villes. Maintenant, les zones rurales, on en fait quoi? Donc, c'est pour cette raison, quand on prend, je suis pas là pour exposer tout le programme de société du PDP, mais nous pensons que le développement inégalitaire du territoire national est une bombe à explosion. C'est-à-dire, il faut éviter le développement inégalitaire entre les centres-villes et la périphérie. Vous avez aujourd'hui une désertification du service public dans les zones rurales. Et donc, ce sont des gens aujourd'hui qui veulent un service public de proximité. Et donc, le gouvernement ne peut qu'aujourd'hui se réinventer. Et je crois au génie inventif de ceux qui font partie aujourd'hui du gouvernement, parce que le président de la République leur fait totalement confiance. Et donc, ceux qui échoueront verront leur responsabilité politique engagée. Donc, pour l'instant, je reste quand même sur ma soif, même si je suis conscient que c'est quand même un projet pertinent. Quoi qu'on le dise, c'est quand même un projet pertinent. Donc, il faut un accroissement de la couverture du territoire national en électricité, surtout les zones rurales. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut parler de l'industrialisation, je crois qu'il faut aller vers ces zones rurales-là où on trouve des surfaces qui ne sont pas jusqu'à leur mise en valeur. Mise en valeur. Donc, notre économie aujourd'hui en profitera si on accroît le taux d'électrification du pays. Et donc, aujourd'hui, nous avons le projet PIA, la plateforme industrielle d'Adicop, ce qui veut dire qu'il y a une volonté manifeste du gouvernement d'industrialiser beaucoup plus davantage le pays. Mais qui parle d'industrialisation parle d'énergie. Mais maintenant, l'énergie également alternative. Voilà, parce que la photovoltaïque, ce qui veut dire que c'est on privilégie beaucoup plus les panneaux solaires. Et je crois qu'on ne cesse de vanter les mérites de l'Afrique. Mais je crois que les Africains eux-mêmes ne profitent pas du potentiel qu'ils ont. Parce que chez nous, il y a du soleil. C'est le continent où le soleil est plus abondant. Le soleil, il est beaucoup plus abondant, mais nous n'arrivons pas à profiter. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment faire un travail d'introspection, se remettre en cause pour trouver des solutions beaucoup plus fiables. Donc aujourd'hui, le gouvernement a une portefeuille qui est, à mon humble avis, lisible. Nous sommes un parti d'opposition. Lorsque nous constatons des incohérences dans les politiques publiques qui sont menées, nous le dites. Parce que nous sommes une alternative politique crédible. Donc il faut le dire très clairement. Pour l'instant, nous restons sur notre soif, mais nous espérons que dans les prochains mois, le gouvernement pourra faire, à travers des communiqués, dire aux populations qu'ils ont
qu'on commence à enregistrer des résultats escomptés. Très bien, hein. Jules, votre avis me plaît là-dessus. Bientôt, de l'électricité haut débit et à gogo dans notre cher pays, le Togo, et surtout dans la région centrale. Oui, monsieur. Et qu'en sera-t-il des autres régions? Faudra-t-il créer Blita partout? Est-ce que nous devons savoir que nous ne sommes pas encore meilleurs, mais nous sommes sur la bonne voie. Et dans chaque pays a ses défis à relever. Et le chef de l'État ou bien son gouvernement n'a pas un bâton magique pour pouvoir changer tout en un seul clé d'œil. Donc, ce qui veut dire que nous devons toujours accompagner nos dirigeants dans toute initiative qui va dans l'intérêt général de la nation. Aujourd'hui, les défis sont énormes. Si ils arrivent à prendre des initiatives qui vont toucher la base, c'est-à-dire la population à la base, nous ne devons que féliciter et demander à Dieu le Tout-Puissant de leur donner plus d'esprit de créativité pour que les choses essentielles qui doivent toucher les populations pour que ces populations-là ne soient toujours pas frustrées et devenir des dangers pour la nation, que ces initiatives-là aboutissent. Et aussi, il faut reconnaître, comme mon jeune frère vient de le dire, voilà des personnes qu'il faut juger utiles, comme on le dit en termes de politique, nous les politiciens. Il a fait une analyse que si tout le monde, quel que soit le bord politique, chacun puisse avoir cet esprit-là, je pense qu'il n'y aura jamais de problème entre les politiciens. C'est-à-dire reconnaître d'abord l'effort de l'autre et en même temps faire des propositions pour pouvoir accompagner. Tu ne dois pas attendre arriver d'abord au pouvoir avant de faire des propositions ou bien donner quelques directions qui peuvent pas réveiller. Peut-être que les membres du gouvernement, par exemple, dans un domaine, un ministre peut oublier quelque chose ou bien il ne se rend pas compte qu'en faisant ça, ça peut être une solution. Il faut attirer son attention. Donc, lorsque vous êtes dans une classe politique de l'opposition, il faut faire des critiques constructives pour permettre à l'autre de se réveiller ou bien d'apprendre de vous. Ne restez pas toujours chez vous en disant que tant que moi je ne viens pas au pouvoir, tout va rester dans ma tête. Et si tu ne venais pas, tu vas partir avec. Et ce n'est pas toi qui perds, hein, c'est la nation. Parce que tu as un potentiel qu'il faut mettre à la disposition de ton peuple. Mais à cause de l'intérêt personnel, tu ne l'as pas fait. Donc, j'en félicite mon jeune frère pour son ouverture, si il peut continuer. Et à travers lui, son parti, hein, il parle au nom de son parti. À travers lui, il faudrait que les responsables de son parti puissent avoir la même vision. Et puis, les autres partis aussi doivent comprendre que s'il s'agit de l'intérêt national, là, il ne faudrait pas qu'on mette la différence entre partis au pouvoir et partis de l'opposition. Soyons tous unis pour développer ce pays. D'accord. Oui, mais au-delà de tout, les critiques constructives. Mais vous voyez, le camp d'en face également doit faire preuve d'ouverture. Même si les recommandations en droit n'ont pas d'effet obligatoire, il faut toujours prendre compte des recommandations des uns et des autres, parce que c'est la convergence des efforts qui produit des résultats forcément. Tout à fait. Et comme le dit un adage chinois, c'est à plusieurs qu'on est intelligent. Et je pense que la centrale photovoltaïque de Blita ne profitera pas seulement aux partis, aux militants du parti. Le président de la République est le président de tous les Togolais. Tous les politiques publiques profitent à tout le monde. Mais je disais, aujourd'hui c'est à Blita la centrale photovoltaïque. Est-ce qu'on peut espérer une autre... Bon, en tout cas, je l'ai dit, il faut quand même commencer quelque part. Il faut quand même commencer sinon, en allant vers Palimé, il y a de vastes étendues de villages et autres à l'extrême nord, dans la région centrale, un peu de vastes étendues de villages et de zones qui sont carrément dans le noir, comme on est encore au XVIe siècle. Là. Et nous espérons que, comme l'a dit Jules, nous allons accompagner le chef de l'État et son gouvernement dans ce sens, pour que très bientôt, qu'on aille inaugurer une autre centrale voltaïque quelque part
c'est le Togo qui gagne. C'est très important. Et je vais profiter aussi de venir sur un sujet que nous avons soulevé entre temps. Vu déjà la menace au nord du pays, je pense que j'avais fait cette proposition une ou deux fois sur ce plateau ici. Aujourd'hui, la plateforme industrielle, il faudrait, comme je l'ai dit, penser aussi à mettre des structures comme TP3 et des parcs au nord, par exemple, à Saint-Cassé, à Dapaon, à Kara. Pourquoi pas? Certaines marchandises qui viennent directement, il ne faudrait pas que les propriétaires s'ouvrent au port de Lomé ou bien dans les parcs à Lomé. On les convoie là-bas. Maintenant, les jeunes qui sont censés être aujourd'hui utiles pour ces terroristes-là, dès qu'ils trouvent des business, quand vous partez au PP3, vous allez voir des jeunes qui font le deal, les Nigériens, les Béninois, les Togolais aussi, qui font des deals. Vous pensez que ces jeunes-là qui sont aujourd'hui récupérés par ces terroristes, si le matin, il a son diplôme, il n'a pas d'emploi, il sait que s'il part dans un parc là-bas, lui aussi peut sortir une télé ou bien une radio, peut-être un vélo pour trouver quelque chose à venir le soir. Il n'aura pas le temps d'être manipulé par quelqu'un d'autre. Donc, j'ai dit, il faudrait que nous suivons le pas du gouvernement aussi en faisant des propositions. Si on délocalise quelques parcs au niveau de Saint-Cassé, tous ceux qui viennent du Mali, Niger, Burkina, pour venir payer les matériels au niveau du port ici, leurs marchandises, là, ils peuvent s'arrêter là-bas. Maintenant, ça développe le milieu aussi. Ça devient centre commercial pour la localité. Oui, maintenant, les gens peuvent quitter même Kara, Sokoré, aller vers là, et vous allez voir que les jeunes ne seront plus capables d'être manipulés par les terroristes là, qui sont en train d'utiliser... Je ne vous coupe pas, j'apporte un peu d'eau à votre moulin. Rien qu'à Adétikopi ici, maintenant quand vous y allez, franchement, avant, quand j'étais allé là-bas, avant l'arrivée de Pia, quand vous allez, c'est des jeunes dans les carrefours qui se livrent à des jeux, à de la boisson. Mais quand vous allez, à l'heure où je parle, si vous allez, à part les élèves qui sont à l'école, d'autres, vous ne les voyez plus comme ça. Mais allez, la plupart sont à la plateforme industrielle d'Adétikopi. Imaginez qu'on a de telles choses comme ça un peu partout. Je crois que notre économie a vraiment besoin de ça. Il faut décentraliser les pôles économiques. Vous savez, l'économie attire tout naturellement les humains. Lorsqu'il y a un pôle économique, ce qui veut dire qu'il y a des intérêts majeurs. Et donc, du coup, tout le monde tire. Si vous êtes appelé, vous savez qu'il y a un intérêt et que vous pouvez tirer du profit, forcément vous irez vers là. C'est pour cette raison qu'il faut décentraliser les pôles économiques. Aujourd'hui, entre la province et les grandes villes, le développement, il est grand. L'écart, il est extrêmement grand. On parle de l'exode rural. Et aujourd'hui, il suffit tout simplement de porter un regard sur la démographie à Lomé. La démographie aujourd'hui, elle est galopante. Hyper galopante. Il suffit tout simplement de regarder de faire un tour au port. Non, même au port, regardez les heures de pointe. Les heures à 8h, à 7h du matin. Ouais, donc aujourd'hui, il faut décentraliser les pôles économiques pour faire comprendre aux jeunes Togolais que ce soit dans les zones rurales ou dans les zones urbaines, qu'on a toutes les chances de réussir. Et que ce n'est pas en ville qu'on peut avoir un statut social très élevé. Très bien. Je crois que vous avez bien fait d'ouvrir cette parenthèse-là et j'espère aussi que c'est bien tombé dans les oreilles de qui de droit, qui est toujours attentif à ce que nous disons. La preuve, on sent un changement au jour le jour. Et le temps nous poursuit. Nous allons à un autre sujet. L'honorable Innocent Kabara, si je ne me trompe pas, de la législature en cours, était à Bruxelles à la faveur de la conférence parlementaire Russie-Afrique. Avez-vous une idée, vous qui êtes proche de lui, sur ce cas était son agenda au cours de cette tournée
qui se passe à Bruxelles, c'est ça? Oui, non, c'était à Moscou. Mais avant d'aller à Moscou, il était à Bruxelles. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, les parlementaires sont caractérisés par ce que je peux appeler l'engouement, le dynamisme. L'engouement, le dynamisme. Aujourd'hui, nous avions, disons, accusé un retard et que chacun doit prendre des initiatives, que ce soit personnelles ou collectives. Oui. Et donc, il a fait une tournée à Bruxelles parce qu'il était aussi invité par le salon du livre de la ville de Bruxelles. Il devrait dédicacer son livre. Vous êtes sans savoir qu'on a publié un ouvrage en juin de l'année passée. Et, le Togo et l'usure de la francophonie, de la nécessité de rejoindre le Commonwealth. Et donc, nous, au PDP, je crois que le slogan, il est très clair, c'est-à-dire le combat politique rythme avec la production intellectuelle. Tout à fait. Voilà, le combat politique rythme avec la production intellectuelle. Nous produisons des textes, nous essayons de publier des ouvrages. C'est que dire, vous savez très bien que dans notre environnement, on a toujours formulé des récriminations ou des remontrances à l'endroit des partis d'opposition en disant qu'ils ne proposent rien, qu'il n'y a pas de projet de société. Donc nous nous efforçons de déconstruire ces clichés-là à partir des livres, à partir de la production intellectuelle pour faire comprendre aux Togolais quoi. Voici, on a des propositions et qu'on a un parcours politique lisible. Vous comprenez, on a un parcours politique lisible. Et donc, c'est un homme politique extrêmement laborieux, tout comme le PDP, la formation politique en général. Et donc, il a noué des conventions de partenariat avec certaines entreprises et quelques institutions universitaires privées. Et donc après ça, il a dédicacé aussi son livre au Salon des livres. Après, il y avait une conférence interparlementaire à Moscou qui s'inscrivait dans le renforcement de la coopération entre la contribution des parlementaires, disons, à la recherche scientifique et à l'éducation. Et en tant que président de la commission de l'éducation et socioculturelle à l'Assemblée nationale, il a la qualité, disons, de représenter le Togo lors de cette conférence-là, où il a eu même le privilège de prononcer un discours. Il a eu le privilège, il a même été reçu par la chaîne de télévision russe RT, où il a été reçu dans un journal où il a présenté, disons, les ambitions du Togo et de l'Afrique de manière générale. Donc, nous avons même publié, je vous enverrai la tribune quand il était à Moscou. Et je crois que le PDP a fait une réflexion sur le changement de paradigme aujourd'hui, et je vais citer même substantiellement ce qui est cité dans ce texte. Il y a un seul passage où le président disait, à l'ère des incertitudes aujourd'hui, on peut être aujourd'hui dans le monde occidental, parler des droits de l'homme et parler de la coopération économique dans d'autres domaines à Moscou. C'est pour vous dire tout simplement que l'antagonisme ou la posture antagoniste Est-Ouest aujourd'hui n'a plus sa raison d'être. Du moins, nous les Africains, on n'a pas le droit d'avoir un parti pris. Nous devons avoir une coopération décomplexée avec le monde occidental, avec les Russes, tout en leur disant que désormais nous serons âpres à sauvegarder nos intérêts. Donc il a participé à la conférence où il y a eu des travaux qui ont été menés, il a formulé des recommandations et il a fait l'état des lieux du système éducatif togolais, les efforts qui sont entrepris par le ministre Kokoroko, des réponses qu'on essaie d'apporter, mais il leur a tout simplement dit que les défis restent quand même énormes. Et donc tout soutien russe qui va dans le sens de l'éducation au Togo, elle est la bienvenue. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il a été à Moscou. Je crois qu'il y a eu des travaux, il a eu le temps de revenir sur un certain nombre de sujets. Quand il sera de retour, nous aurons la chance un jour de l'avoir sur ce plateau pour plus d'éclaircissements. Jules, voilà un Togolais aussi qui a émerveillé au nom du Togo, qui a émerveillé, qui a fait parler de lui, parce que je l'ai vu sur quelques chaînes. C'était un Innocent Kabara très élégant, très éloquent, et puis très 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 ferme sur ses idées. En tout cas, comme j'ai l'habitude de le dire, il faut avoir le sang patriotique. Je viens de le dire, si vous avez la chance de représenter toute une nation, on ne va pas représenter une nation pour dire les vérités, les bêtises, les histoires de haine. Et quand vous suivez très bien le passage du président de PDP à Moscou, vous allez ressentir que c'est un patriotique
il a défendu l'intérêt de la nation tout en ne pas se présenter comme un opposant au pouvoir. C'est-à-dire, il sait qu'il est allé là-bas au nom de la nation. Il parle en présentant la nation aux autres pour que ces personnes-là sentent qu'il y a à faire au Togo. S'ils viennent, ils seront bien accueillis et apporter un plus au changement de nos populations. Donc, c'est des initiatives à encourager. Et il faudrait aussi savoir, aussi reconnaître la valeur et les efforts de l'autre. Nous devons le féliciter. Si certaines personnes qui sont allées là-bas, c'est des choses bizarres qu'ils vont aller dire, c'est des banalités qu'ils vont aller dire juste pour pouvoir salir l'image du pays. Non. Est-ce qu'ils savent qu'ils ternissent l'image du pays? Non. Pour eux, ils font ça, ils font un mal au chef de l'État ou bien au gouvernement, oubliant qu'ils font partie du peuple congolais. Donc, il faudrait que nous arrivions à cultiver et cet esprit d'amour de la patrie, comme je le dis, à ne pas se focaliser sur les histoires, les querelles politiques. Alors, félicitations à l'honorable Kabara, et nous lui souhaitons, je ne sais pas s'il est déjà de retour, une bonne mission, un bon séjour et surtout une bonne mission. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, non, je vais dire tout simplement, oui, mon aîné a également parfaitement raison. Tous les politiques doivent être animés d'un sens aigu vraiment de l'intérêt général. Et même sur le territoire national, le PDP est représenté, est une opposition, parti d'opposition à l'Assemblée nationale, mais nous n'avons aucune prétention de représenter une circonscription électorale particulière, même si quand on sait très bien qu'un député est élu dans une circonscription, et même en droit, je suis juriste, je sais de quoi je parle, quand on prenait par exemple le droit constitutionnel, on dit tout mandat impératif est nul, ce qui veut dire que lorsqu'on est élu, on n'est pas élu par une circonscription donnée, mais on représente toute la nation, à partir du moment où vous rentrez à l'Assemblée. Et donc, il faut avoir cette posture-là à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Merci beaucoup. On va finir avec le sport ou avant, puisqu'il y a la guerre en Ukraine. On en a toujours parlé, mais ça ne change rien. Si le temps nous suffit, tant mieux, on va en parler. Mais si on n'en parle pas, c'est pas grave. Mais j'aurais bien voulu qu'on parle de la 5e journée du match des éliminateurs de la CAN 2024. Mais à la dernière minute, lorsque j'ai pris ma plume pour commencer par rédiger mes papiers, l'idée m'est venue de plutôt parler de la journée internationale et de la journée nationale d'espoir, parce que franchement cette histoire des hyperviers là, ça commence par vraiment me tourner la tête aux gens. Et bon, en tout cas, si vous avez quelque chose à dire, juste un mot, sinon vous connaissez ce qui se passe, les hyperviers donc battus 1-0, alors que on attendait une victoire pour rêver, mais nous voici plongés encore. Oui, non, mais c'était éloigné à des milliers de kilomètres. Oui, non, mais nous, ça nous intéresse. Moi, je suis un homme politique, ça m'intéresse. Il faut quelle politique sportive pour le Togo. C'est vrai, aujourd'hui, nous n'avons pas des résultats escomptés. Il faut se remettre en cause. En fait, c'est que les résultats sportifs ne sont pas le fruit d'un hasard. Voilà, les résultats sportifs doivent être précédés d'un travail. Aujourd'hui, quand vous prenez aujourd'hui le Maroc, toutes les prouesses réalisées par le Maroc aujourd'hui et la dernière au mondial. Et je crois qu'ils ont même battu même le Brésil, même la dernière fois, même un match amical. Donc c'est le résultat de peut-être d'une dizaine d'années d'efforts. Vous comprenez? Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui travaillent sans faire du bruit. Et le jour où ils obtiennent le résultat, les gens croient que c'est le fruit du hasard. Et donc, nous devons nous remettre en cause. Aujourd'hui, nous avons un coach qui a du mal à convaincre. Faut-il le privilégier? Moi, je dis tout simplement qu'il faut faire une confiance absolue aux compétences endogènes. On a des entraîneurs, on a un championnat. Mais on a des entraîneurs, mais est-ce qu'on a une équipe? Oui, non, mais non, des équipes. Attendez, on a un championnat, lui, qui est à l'état embryonnaire, mais je crois que les efforts sont faits également dans ce domaine-là. Mais il ne faut pas jeter tout à la poubelle. Je crois qu'il faut continuer des efforts. Je dis tout simplement
que sur le plan national, on peut trouver des joueurs capables de représenter valablement le pays. Et on peut trouver également des entraîneurs sur le plan national. Je crois que c'est la confiance qui manque réellement, parce que nous avons du mépris pour les compétences locales. Et nous avons, par exemple, même dans les études supérieures, pour quelqu'un qui a fait des études supérieures en Europe, il y a une présomption de compétences qu'on a sur lui. Vous comprenez? Et donc aujourd'hui, nous avons des gens. Le Maroc a réussi à faire des prouesses grâce à qui? Grâce à un Marocain. Grâce à un Marocain. Donc il faut faire confiance aussi aux nationaux et parce que la recherche perpétuelle des résultats par des entraîneurs étrangers, moi, ne me convainc pas. Je sais qu'à la tête aujourd'hui du ministère, on a Madame Lydie Bessika, qui est très patriotique, offensif. Mais les résultats, à chaque fois que le Togo doit aller jouer, donc son discours avec avec une certaine mais à la fin elle est déçue. Les résultats ont du mal. Les résultats ont du mal là sur, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un travail vraiment de longue haleine. On ne peut pas avoir des résultats spontanés. Le football togolais a eu aussi ses heures de gloire dans les années 2006. Nous avons réussi. Ça s'est arrêté. C'est ce qu'on appelle les passages à vide. Nous allons rebondir. Mais pour rebondir, il faut travailler. Jules, j'ai toujours l'habitude de dire que le football togolais est envoûté. Et il faut le désenvoûter. Mais on ne m'a jamais compris. Depuis 2006, nous ne cessons de parler de cette histoire jusqu'à présent. Si vous voyez le gouvernement, le chef de l'État, la ministre des Sports, toutes ces personnes-là, ils jouent pleinement leur rôle. Si vous voyez les jeunes joueurs, ils jouent leur rôle. Maintenant, le problème qui est là, c'est un problème antérieur que chacun, les acteurs même, qui sont à la base de ce problème-là, ils se connaissent. Nous avons parlé fatigue. Et ce qui me fait un peu mal, c'est que c'est l'argent du contribuable togolais qui est toujours mis à la disposition, mais sachant très bien que ça ne va pas donner, sachant très bien que ça ne va pas donner le résultat que le peuple attendait, puisque nous ne voulons pas écouter là où se trouve le nœud du problème. Prenons juste l'exemple du Bénin. On les appelait quoi? Les écureuils du Bénin. Mais quand ça tournait, les gens parlaient. Je pense que la dernière fois, le président Talon a pris la décision avec le président de la fédération et le ministre. Ils ont changé le nom des écureuils. Ah bon? Oui, d'accord. Ils ont changé le nom. Parce que je pense qu'après les analyses, ils ont compris que le nom là, peut-être que ça ne porte plus chance. Un porte malheur, hein? Depuis 2006 jusqu'à présent, on ne va pas rester éternellement sur un même sujet. Des joueurs qui ont créé des camps. Ceux-ci ne parlent pas avec X. Donc si tu es avec PDP, toi là, tu es diable. Tu ne dois pas être avec celui-ci. Celui-ci ne parle pas avec tel star. Donc ce groupe avec ce star-là, il ne doit pas s'entendre avec telle personne. Donc, comment est-ce qu'on peut construire un pays avec des idées noires comme ça? Donc, il faudrait qu'on soit sincère pour accompagner l'effort de Madame la ministre et le président de la fédération. C'est une dame qui se bat tous les jours pour la réussite de l'équipe nationale. Mais dans l'ombre, il y a toujours les esprits noirs qui traînent les pas. Qui plombent les plumes des hyperviers. Et je crois qu'effectivement, le juriste l'a dit, il faut qu'on repense. Et même le chef de l'État ou quelqu'un là avait déjà pensé à... Non seulement aux États-Unis, j'ai même oublié. Des sports. Non, mais j'aimerais attirer votre attention que le Conseil des ministres, je crois que de la semaine dernière, surpassé autant pour moi, il y a eu deux projets sur la professionnalisation du football. Initiés par le chef de l'État qui ont été examinés en Conseil des ministres. Bon, maintenant, nous attendons que le secrétaire général du gouvernement envoie ce projet de loi-là à l'Assemblée nationale pour que les législateurs apprécient. D'accord. Je parlais de la journée nationale des sports. On va finir juste avec ces images que vous allez apprécier. Cette journée était à son 7e rendez-vous hier samedi. Vous voyez là, chez rendez-vous, hier samedi. Donc, une journée qui prend de plus en plus d'ampleur, surtout dans la commune d'Aguanibé 1,
où les rues étaient très inondées de jeunes, de moins jeunes, d'adultes, de vieux et même d'enfants. Point de chute, le terrain du lycée Agonivé Centre, où ils sont bien émoussés à travers des exercices de gym au corps luisant et aux muscles bien étendus. Tout ça en présence du maire de la commune Agonivé 1, Adam Bounou, comme à chaque rendez-vous, un thème de sensibilisation sur la bonne conduite à tenir a été passé. Cette fois-ci, il a porté sur le type d'aliments et comment manger pour garder sa santé et se faire une bonne santé. Un mot sur la journée, 30 secondes. Qui, à mon avis, est en train de prendre un peu de... Vous-même, vous étiez... Ouais, vous avez vu quelque part présent depuis le lancement de cette journée avec Madame la ministre des Sports. Je tiens à féliciter Madame la ministre des Sports, le chef de l'État et son gouvernement. Si vous voyez très bien, depuis le début de ce projet, Madame le Premier ministre, oui. Madame la ministre des Sports, oui. Elles sont toujours sur le terrain. Chaque oui, il paraît que le Premier ministre était à Palimé. Elle n'a pas manqué à ce rendez-vous également. Mais comment est-ce que vous pouvez imaginer qu'une journée qui se dit nationale, certains maires ne l'organisent pas dans leur commune, mais c'est une initiative du gouvernement, c'est-à-dire qui cadre avec la vision du chef de l'État qui est votre patron. Ouais. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça en vouloir une chose et son contraire? Vous voulez accompagner la vision du chef de l'État, ou soit vous le faites, ou soit vous vous déclarez opposant. Très bon défenseur du chef de l'État, c'est bien. Vous vous déclarez opposant au chef de l'État, ou soit vous êtes avec lui. Ouais, même les opposants sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain. Pourquoi certains, dans leur commune, ils ne l'organisent pas? Ce qui veut dire que ils ne veulent pas accompagner la vision du chef de l'État. Pour moi, tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Ouais. Ok, merci d'être défoulé. Et en sens de l'amertume, vous avez fait un constat. Oui, mais dans tous les cas, ce n'est pas le cas à Agonivé, dans la commune d'Agonivé. Oui, non, les élus locaux, bon, c'est une initiative vraiment salutaire. Oui. Hein, une journée nationale du sport à permettre à nos concitoyens, parce que ce n'est pas une habitude de nos concitoyens d'organiser des journées comme ça. Bon, maintenant pour revenir aux élus locaux, non, je crois que à la tête des communes nous avons des politiques. Oui. C'est vrai que les communes doivent avoir également une politique culturelle à l'échelle communale, mais au fait on peut pas obliger forcément exercer des contraintes sur eux. Mais ils doivent comprendre également que l'épanouissement de leur administré également en dépend. Parce qu'en le faisant, voilà, l'État va gagner un bonus auprès de OMS. Merci beaucoup, c'est sur ce vu constaté que prend fin le temps qui nous est imparti vient de s'en aller. C'est la fin donc de notre messe médiatique. Vraiment merci pour votre disponibilité aux deux. Monsieur Ouro, vous êtes juriste, membre du bureau national du Parti démocratique panafricain. Merci pour votre présence. Merci à vous, Gilles Ferry Agbo. Vous êtes le jeune leader, président national du mouvement Fort et Grand, et puis ambassadeur genre 2021. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis de par le monde à travers le site YouTube, Facebook, et puis si vous êtes dans la région maritime sur vos petites antennes. Merci à l'équipe technique composée de Ibrahim Machi. Au cadrage, Alexandre Tchaline nous a distribué sur vos petits écrans. Merci à la réalisation assurée par Marguerite Simtaya, dont le nom a failli m'échapper. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Une fois encore, bon jeûne de Ramadan à tous les musulmans. Bon fin et bon début de semaine sous la protection divine.